allez-y, allez-y. Mais oui, on applaudit bien fort, on se réveille après cette petite pause où on espère que vous avez rencontré plein de gens intéressants. Donc c'est l'heure maintenant d'accueillir la deuxième conférence de la journée. Tout à fait. Influence ou audace. Est-ce que ça t'inspire quelque chose, Valérie? Ça m'inspire, oui, Baptiste. En termes d'audace ou d'influence, nous connaissons ici quelqu'un qui en a fait les valeurs du réseau qu'elle a fondé. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir très fort la présidente du réseau Femmes et Challenge, Léa Lassara. Bonjour à tous. Le 16 juin 2017, la scène se passe au 5e étage de la Chambre de commerce et d'industrie du Havre. J'ai invité 19 femmes de mon réseau et du réseau de mon réseau. Et je leur dis, bonjour à toutes, je suis présidente de la CCI depuis quelques mois, j'ai la chance de rencontrer des dirigeants de tout secteur, de toute taille d'entreprise, mais je me demande où sont les femmes. Alors évidemment, je ne suis pas complètement naïve sur le sujet, mais en approfondissant mes recherches, je suis tombée sur des statistiques qui ont confirmé une présence beaucoup moins forte des femmes dans l'économie au niveau national, et donc évidemment au niveau régional. Et je me suis dit, Léa, tu es une femme, tu es chef d'entreprise, et tu es présidente d'une CCI, tu peux et tu dois faire quelque chose. Mais toute seule, je n'y arriverai pas. J'ai besoin de vous. Et je vous propose de créer un réseau pour booster l'entrepreneuriat féminin. Voilà ce que je leur ai dit. À cette période, il faut bien imaginer que ce n'est pas un sujet tendance, ce n'est pas un sujet pris au sérieux, et d'ailleurs on parle peu de l'entrepreneuriat des femmes. Mais toutes me disent oui. Quelques semaines après, le réseau est créé. Notre première ambition, réunir 80 femmes havraises. Très vite, nous sommes 100, 300, puis 500. Le réseau se développe sur toute la Normandie. Aujourd'hui, nous sommes 1363 femmes et hommes, ce qui fait de Femmes et Challenge le plus gros réseau business de Normandie, tout réseau confondu, pas seulement sur l'entrepreneuriat féminin. Ça, c'est parce que nous avons répondu à un besoin. Notre première valeur, la mixité. Parce que la mixité est un facteur de progrès et une nécessité pour l'avenir, parce qu'il est prouvé par des études très sérieuses que la mixité au sein des gouvernances apporte plus de pérennité et de résultats à une entreprise. Notre objectif, c'est d'encourager fortement l'audace des femmes, la création d'entreprises, la reprise, mais aussi la présence des femmes à des postes à responsabilité, également qu'elles soient plus présentes dans les gouvernances. Enfin, inciter les femmes à s'engager en prenant des mandats. C'est donc un outil pour encourager la mixité, l'audace et l'ambition. Nos actions se déploient sur tout le territoire et je voudrais remercier toutes celles et ceux qui s'impliquent. Je suis fière que nous obtenions des résultats concrets. Merci aux membres fondatrices sans qui le réseau n'aurait tout simplement pas vu le jour. Merci au board qui, très impliqué, permet de tracer une trajectoire et veille au respect de nos valeurs. Merci au président des CCI de Normandie qui accompagne le réseau depuis le début et à l'ensemble de leurs collaborateurs. Et plus particulièrement à la team Femmes et Challenge, Morgane et Marie qui font un travail époustouflant et qui ont orchestré la totale organisation de ce forum. Merci à nos ambassadrices qui animent avec beaucoup d'énergie nos 40 cafés normands et parisiens. Merci à nos 1363 membres. Et d'ailleurs, si vous voulez adhérer, le stand Femmes et Challenge se trouve dans le hall derrière nous. Merci à nos partenaires, plus nombreux chaque année, qui soutiennent financièrement le réseau et qui rendent si légitimes nos actions. Merci à nos intervenants que nous sollicitons tout au long de l'année et à ceux qui ont accepté d'être présents aujourd'hui. Et puis merci à vous qui êtes là, si nombreux, au Zénith de Caen. Un grand bravo à toutes celles et ceux qui osent. Parfois naturellement, parfois avec beaucoup d'efforts. Bravo à ceux qui savent que ce n'est pas facile, mais que rien n'est impossible. Bravo
à ceux qui osent prendre la lumière et qui s'engagent. Femmes et Challenge a donc grandi depuis 6 ans, pris des forces, posé des jalons, obtenu des résultats concrets et encourageants. Vos témoignages en sont la meilleure preuve. Certains connaissent ma très forte implication et ma volonté à faire bouger les choses. Toutes ces rencontres depuis 6 ans sont tellement inspirantes. Il y a presque 5 mois, j'ai créé la Grande École, un projet audacieux. Une école pour les entreprises, pour les collaborateurs, pour vous. On peut s'y former, être ensemble, s'amuser. Une école pas comme les autres, située dans un grand bâtiment de 1500 m² en plein centre-ville, dans lequel on trouve 2 restaurants, un pub, le premier hôtel urbain en plein air et une team magnifique de 65 collaborateurs pleine de motivation et de créativité. Et j'ai envie de m'y consacrer à fond, pour que petits projets deviennent grands, ce qui implique récupérer du temps pour travailler avec mes équipes. Alors enfin, je vous annonce que je transmets le flambeau de la présidence de Femmes et Challenge à une femme brillante, qui porte nos valeurs et en qui j'ai toute confiance pour continuer à déployer des actions concrètes et à développer l'entrepreneuriat féminin et la mixité au sein des entreprises. Et je vous demande d'encourager chaleureusement à me rejoindre sur la scène Audrey Régnier. Donc, c'est vous la femme de l'exploitant ? Début octobre dernier, je prête un des bâtiments de mon entreprise à des amis pour une soirée. Je ne connais pas grand monde de leurs invités, et un vient me saluer et me dit droit dans les yeux « Donc, c'est vous la femme de l'exploitant ?» 1. Ma personne est reléguée au statut de femme 2. 2. Quand offusquée et un chouïa provocatrice, je lui dis que parce que je suis une femme, je ne peux pas être la dirigeante, il me répond « Statistiquement, il y a plus de chances que ce soit votre mari plutôt que vous, et encore plus si vous êtes dans l'industrie. » C'était violent, mais tellement vrai. Bon, évidemment, ça a fait rire les autres autour de moi de me voir monter au créneau, mais il avait raison. Statistiquement, on n'attend pas les femmes en responsabilité. Ce n'était pas méchant, ce n'était pas une défiance, mais juste, statistiquement, pas la normalité. Tu sais, Léa, si j'ai accepté de prendre la suite du réseau que tu as créé, c'est parce que je crois qu'on peut influer sur ces statistiques, sur ces mentalités, et que nous pouvons modeler une nouvelle normalité. Ensemble, les hommes, les femmes, les petites et grosses sociétés, les réseaux professionnels, la politique, le monde privé, le monde public, soyons productifs, engagés, et faisons ensemble, mais pas contre. Il ne s'agit pas de tous se tomber dans les bras les uns les autres pour des gros câlins, surtout pas aujourd'hui. Mais il s'agit de sororité, de mixité, d'un combat à mener pour qu'une nouvelle normalité s'impose. Quand il m'a été proposé de prendre ta suite, je me suis dit, allez Audrey, ose et tu verras bien. Parce que ce réseau compte 1360 adhérents qui pensent comme moi. Et quand je vois vos regards, quand j'entends vos conversations depuis tout à l'heure dans les coulisses, quand je découvre vos actions, quand je soutiens vos projets à toutes et à tous qui êtes aujourd'hui dans cette salle, et surtout quand je compte sur votre présence aujourd'hui, c'est bien que nous partageons ensemble ce même projet. Ensemble, nous travaillerons à une nouvelle mentalité. Nous nous soutiendrons dans nos projets. J'ai besoin de vous pour rester soudés et créer un nouveau modèle pour les générations futures, pour nos enfants et même ceux qui ne sont pas à nous. Léa, ce réseau, tu l'as monté exactement pour ces mêmes raisons. Tu as aussi eu l'intelligence de le créer au sein même des CCI de Normandie, car la question de l'entrepreneuriat au féminin est bien une question de territoire et aussi une question économique. Cette présidence à laquelle j'accède aujourd'hui est une grande fierté pour moi. Depuis toute petite, considérée comme pas dans le moule, trop franche, too much avec mon rire sonore, mes cheveux en bataille et mes manteaux aux moumoutes de couleur, ou tout simplement de couleur. J'étais aussi souvent épinglée comme la féministe du groupe parce que j'ai toujours eu au corps et au cœur l'envie de défendre les femmes. Tout simplement parce que je défends l'humanité, que j'adhère à l'égalité et que je déteste l'injustice. Cette nouvelle casquette
a donc une saveur très particulière pour moi aujourd'hui. Et c'est avec humilité, force et détermination que je porterai notre voix à toutes et à tous pour bouger les lignes. Je veux finir ce discours en te remerciant, Léa, de nous avoir ouvert la voie. Femmes et Challenge est le seul réseau que je connaisse avec une envergure aussi fulgurante, une équipe aussi efficace, des ambassadrices et référentes aussi impliquées, un board et des core members aussi engagés, des CCI aussi fiers de soutenir cette cause et des membres aussi déterminés. Léa, quelle femme inspirante tu es. Je pense pouvoir parler en notre nom à toutes et à tous. Merci pour ton exemple de volonté, de professionnalisme, d'ouverture d'esprit et d'altruisme. Mesdames et messieurs, avant d'accueillir Gilles Treuil, président de la CCI Normandie, qui a aussi un petit mot à te dire, je vous remercie de conclure avec moi par un tonnerre d'applaudissements pour Léa Lassara. Merci, merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Merci Audrey. Gilles. Je disais, j'ai pas eu la chance d'applaudir Léa. J'applaudis. Bravo Léa, bravo. Merci. Ben, vous voyez un président de chambre de commerce très très heureux d'être là. Ce réseau m'a toujours fasciné, Léa, tu le sais. Et bien évidemment, j'en suis extrêmement fier en tant que président de chambre de commerce, puisque ce réseau est né dans les chambres de commerce et grâce à toi, Léa. Donc ne l'oublions jamais. Les réseaux, j'y crois, tu le sais, et je crois surtout bien évidemment à ce réseau. Le monde bouge vite. Et les femmes chefs d'entreprise, pour moi, jouent un rôle crucial en impulsant de l'innovation et de la diversité. Et ce réseau forme et reflète bien cette diversité, où chaque voix féminine est une force motrice pour ce progrès. Et en tant que président de chambre de commerce, et tous ensemble, nous devons continuer à soutenir, inspirer et célébrer le travail exceptionnel que font les femmes dans le monde économique. Et c'est en unissant nos forces que nous arriverons demain à créer une société où l'égalité des sexes ne sera pas seulement une ambition, mais bien ancrée dans l'ensemble du tissu de nos entreprises et de nos territoires. Je crois très sincèrement à la complémentarité. Je suis persuadé, mesdames, que vous avez un rôle essentiel dans une société équilibrée et de progrès. Audrey, enfin, je sais que tu es une femme engagée. Je suis ravi de travailler à tes côtés. Je compte sur toi pour continuer à développer ce réseau et bien évidemment continuer le travail formidable qu'a fait Léa. Et quant à toi, Léa, bravo, bravo et encore bravo. Tu as su créer ce réseau qui a ancré au plus profond le booster des femmes, mais pas seulement. Alors encore une fois, vraiment, je te félicite et je suis très très fier de toi. Alors bien évidemment, cette aventure va continuer grâce à vous toutes, mais aussi je m'y engage au nom des chambres de commerce de Normandie. Merci. Hein? Ah. On me demande si ça va, si on peut dire Audrey, parce qu'elle est super malade aujourd'hui. Merci à vous trois, merci de ce moment d'émotion, Baptiste. Ah ouais, complètement. Là, Léa, elle a réussi un bon challenge que tout le monde se lève pour elle, donc tout à fait. Un grand merci, Léa. Une belle standing ovation pour elle. Très bien. Eh bien, on va continuer d'applaudir puisque maintenant, nous allons accueillir pour poursuivre cette conférence d'influence ou audace, Madame Muriel Pénicaud, ancienne ministre du Travail, dirigeante administrative et conseil stratégique d'entreprise et présidente du fonds Sakura pour l'art et la société. Elle est aussi photographe et auteure. Inspirée par Lady Gaga, rêver fort et n'abandonner jamais est la citation qui lui donne envie d'être audacieuse. Merci d'applaudir Madame Muriel Pénicaud.
Bonjour à toutes les femmes entrepreneuses et les entrepreneurs qui les accompagnent. Si vous êtes là, c'est que vous êtes entrepreneuse de business, mais aussi entrepreneuse de votre vie. Alors, est-ce qu'on est entrepreneuse? Je ne sais pas. Je sais que la vie est pleine de surprises, elle n'est pas linéaire, et que c'est parfois un obstacle, des obstacles, qui en étant surmontés, font naître des grands projets, font naître des parcours intéressants. Alors, je vais vous raconter une petite histoire personnelle. Quand j'avais 10 ans, j'étais à l'école et on avait à faire une rédaction sur le thème « Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez grande ?» Alors pourquoi grande? Parce que j'étais dans une école de filles. Et moi, à l'époque, j'aimais déjà beaucoup l'art, mais la musique en particulier. Je venais de faire mon premier disque de ma vie, qui était Casse-Noisette de Tchaïkovski. Et je faisais des concerts imaginaires avec les oiseaux du jardin sur l'air de la musique. Donc, je réponds chef d'orchestre et pendant 4 pages, j'explique et je ressens tout ce que peut être un chef d'orchestre par rapport à son orchestre et à la musique. Et donc, quand on rend les copies, d'habitude, j'étais bonne élève, j'ai la plus mauvaise note de la classe, 5 sur 20. Et la professeure dit, c'est très bien écrit, mais c'est hors sujet. Je ne comprends pas, j'ai 10 ans, hors sujet. Hors sujet parce qu'on vous a demandé de dire ce que vous voulez faire quand vous serez grande. Je veux être chef d'orchestre. C'est impossible, les femmes ne peuvent pas devenir chef d'orchestre. Cet incident, il y a longtemps, m'a ouvert les yeux sur l'inégalité femmes-hommes que j'ignorais. J'étais dans une famille très nombreuse où la question ne se posait pas. Et puis de là, j'ai été à la découverte des inégalités sociales. Et puis j'ai compris que pour faire progresser la société, l'économique était essentiel. Et puis que le politique avait son rôle. Et c'est comme ça que, voilà, sur tout un parcours, je suis devenue militante associative, je suis devenue dirigeante d'entreprise et ministre et diplomate. Et je vous raconte ça parce que c'est important de connaître chacune et chacun la source de son engagement et j'irais de respecter ce qui fait votre personnalité, qui fait votre parcours. Alors il y a 900 000 entrepreneuses en France. Un entrepreneur sur 3, que ce soit un patron de TI, de PME, un commerçant, un artisan, un indépendant, une profession libérale, un auto-entrepreneur, ce sont des femmes. Ça progresse lentement, pas trop mal, direz-vous. 40% des femmes sont entrepreneurs. Pardon, 40% des entrepreneurs sont des femmes. En revanche, seulement 15% des entreprises de plus de 20 salariés sont dirigées par des femmes. Les femmes entrepreneuses sont principalement dans des secteurs où on n'a pas beaucoup besoin d'apport de capitaux au départ, la santé, le social, la mode, la décoration. C'est une des raisons qui explique, qui ne justifie pas, qu'en moyenne, les femmes entrepreneuses ont des revenus de 30% inférieurs à ceux des hommes, que la moitié démarre avec seulement 4 000 € de fonds propres, vous voyez la difficulté, et qu'aujourd'hui, les investissements, les prêts qu'elles peuvent recevoir sont en général de moitié des hommes. Alors c'est en partie des comportements de la société autour, notamment des banques, mais il y en a beaucoup qui font des efforts maintenant, mais c'est aussi une auto-limitation qu'on se fait. Et un des problèmes, c'est que du coup, il y a peu de femmes entrepreneuses en proportion dans les domaines de l'industrie et de la technologie, mais j'en ai rencontré beaucoup tout à l'heure, ça m'a fait très plaisir. Il y a des formidables patronnes d'entreprises industrielles et technologiques ici dans la salle. Ça ne veut pas dire que les autres secteurs n'ont pas de valeur, ils ont une immense valeur sociétale, mais il faut oser tous les secteurs. Aujourd'hui, par exemple, dans le numérique, il y a 27% de femmes qui y travaillent, mais les start-upeuses, les créatrices de start-up, elles sont seulement 10% par rapport aux 90% d'hommes qui créent des start-up. Donc on a un combat d'ouvrir tous les secteurs. Il y a un combat sur les revenus, il y a un combat sur la transmission souvent, qui se fait encore plus souvent vis-à-vis des fils que des femmes, ou avec plus de difficultés. Et je dis tout ça non pas pour que nous nous sentions victimes, ce n'est pas du tout le propos de Femmes et Challenge, ce n'est pas le propos de vous qui êtes ici, mais pour dire comment on peut comprendre, pour agir, transformer et réussir. Et là-dessus, je pense qu'il y a un certain nombre de clés qui sont très importantes. La première, c'est évidemment
d'oser avoir de l'ambition, mais en étant soi-même. Lorsque j'étais DGRH du groupe Danone, on a créé un mouvement qui s'appelle EVE, et qui est un programme de développement du leadership des femmes en entreprise. Aujourd'hui, des milliers de femmes sont impliquées dans ce programme, année par année, venant d'une trentaine d'entreprises. Notre motto, c'était, et c'est toujours, oser être soi pour pouvoir agir. Parce que je pense que la force entrepreneuriale, qu'on soit une femme ou un homme, elle est d'abord interne, elle est d'abord cette audace qui sait qu'il y aura des difficultés, ce n'est pas le sujet, mais l'envie de créer, d'impacter, de faire quelque chose de nouveau, d'être son propre patron, et quelque chose de plus fort que le reste. La deuxième clé, c'est malheureusement le travail. Quand je dis malheureusement, quand un groupe, et c'est encore le cas des femmes entrepreneuses comme des femmes dans l'entreprise, n'a pas encore la même légitimité aux yeux des autres et parfois se sent en imposture ou pas légitime, évidemment à tort, mais ça existe encore, eh bien oui, il n'y a pas le choix. Il faut, d'une certaine façon, on est encore dans les générations qui ont besoin de démontrer plus. Ensuite, je pense que c'est très important de pouvoir s'appuyer sur les réseaux et le mentoring. C'est ce que fait Femmes & Challenge. Je peux vous dire que c'est le driver numéro 1 des réussites, c'est le réseau et le mentoring. Donc vraiment, si vous êtes entrepreneuse, si vous avez bénéficié d'un réseau de mentoring, contribuez à ces réseaux, contribuez et devenez mentor, rôle modèle à votre tour. Si vous ne l'avez pas fait encore, profitez de ce moment parce qu'on l'a vu chez EVE, on le voit chez Femmes & Challenge et dans les CCI, ces réseaux d'entraide sont essentiels. Alors, ça ne veut pas dire que quand on reçoit de quelqu'un dans un réseau, on va redonner à cette même personne, mais on va redonner à d'autres. Et donc, cette chaîne de solidarité, elle a un effet important. Ce n'est pas une décoration, ce n'est pas un accessoire, le réseau, c'est un levier fondamental de réussite. Un autre élément de réussite qui est important, une autre clé, c'est d'aller, je dirais, savoir, on l'a vu tout à l'heure dans les histoires qu'ont racontées les deux présidentes successives, savoir avec humour ou avec force faire un peu d'autodéfense. Alors, je vais vous raconter une histoire qui n'est pas dans une entreprise entrepreneuriale voilà, régionale, mais moi j'ai été 2 fois membre de comité exécutif, première femme et seule femme, donc pendant 12 ans, successivement chez Dassault Systèmes, donc milieu très technologique, très ingénieur, et groupe Danone dans le domaine des biens de consommation et du marketing. Dans les 2 cas, première femme au COMEX, mais vous pouvez être la première femme dirigeante vis-à-vis d'un client, vis-à-vis d'un banquier, même vis-à-vis de vos collaborateurs. La première femme, elle est là pour ouvrir les portes, pour pousser les murs, mais les comportements, les mentalités n'ont pas encore tout évolué. Et donc, je me rappelle chez Danone, quelque chose qui s'est passé, c'est que au bout de quelques mois, j'étais dans un mode coopératif, parce que je pense qu'on porte les valeurs de coopération et pas uniquement de compétition, il faut des deux, mais la coopération à l'intérieur, la compétition à l'extérieur, pas l'inverse. Et donc, un jour, Franck Ribou, qui était le patron Danone, me dit, écoute, je comprends pas, t'es forte, t'as plein d'idées, t'es convaincante, etc., tu réussis tout, mais pourquoi tu coopères avec tes collègues du COMEX ? C'est de la faiblesse. Ah, c'est de la faiblesse, cette coopération ? Ben oui, pour lui, parce qu'il n'avait jamais eu que des hommes dans le COMEX. Quelqu'un qui coopère, c'est quelqu'un qui, du coup, a une faiblesse et donc qui a besoin de compenser en s'attirant les bonnes grâces des autres ou en trouvant des alliés ou des aides. Alors, je me suis dit que j'allais faire une petite expérience. J'ai fait une petite expérience qui est la suivante. J'ai décidé de mettre un jour, pendant un quart d'heure, dans un mode de pure compétition, mais voilà, j'ai fait un peu d'art martial aussi, donc certains reconnaîtront le sabre. Voilà, donc je décide, pendant un comité exécutif, d'aligner, il n'y a pas d'autre mot, un de mes collègues qui était alors celui qui était le moins, qui développait le moins ses équipes, qui était plus éloigné des projets. Il y avait effectivement des choses à lui dire, et donc je trouve un prétexte pendant la réunion et à un moment donné,
je l'aligne. C'est-à-dire, avec force, autorité, je dis ça ne va pas, etc. Comme beaucoup faisaient. Silence total. Et là, Franck Ribou dit tout d'un coup, mais il n'y en a qu'une qui a des couilles ici, c'est Muriel. J'ai des frères, des cousins, je savais que c'était un compliment à ses yeux. Et là, la magie de la chose, c'est qu'après, ils voulaient tous coopérer avec moi. Vous savez, c'est le modèle du mâle dominant. Là, c'était la femelle un peu dominante. Donc, tout le monde voulait coopérer. Ça a beaucoup servi les projets sociaux, RH, quelques mois de bonheur. Puis, au bout de quelques mois, les mentalités, les habitudes reprennent. Donc, ça devenait plus difficile de coopérer. Alors, j'ai fait un truc. Ça peut marcher avec des clients, des collègues. J'ai fait, dans mon agenda, tous les 3 mois, il y avait un mystérieux FCC. Ça voulait dire faire colère en COMEX. Colère froide totale, c'est les meilleures. C'est celles que vous avez décidées à l'avance, où en fait vous n'avez aucune émotion. Elles sont très très efficaces. Voilà, c'est une forme d'humour. Il y en a d'autres, mais n'oubliez pas que l'humour est une arme formidable parce que ça permet aussi d'embarquer les autres. Et aujourd'hui, quand on se rappelle ça avec mes anciens collègues de COMEX, on est juste tous morts de rire, quoi. Donc n'oubliez pas que voilà, il y a des choses qu'il ne faut pas accepter, mais il y a des choses aussi qu'on peut transformer par l'humour. Alors, autre point très important dans les leviers, c'est quand même de saisir sa chance quand il y a l'opportunité de faire quelque chose qui vous importe. Et là, peu importe les obstacles, peu importe la difficulté, mais il y a des moments dans le business, dans la vie en général, dans tous vos engagements, il y a aussi beaucoup de personnes engagées ici, dans d'autres sujets de société, il y a un moment donné où la porte s'entrouvre. Et là, il ne faut pas ménager ses efforts. C'est le moment où on peut avoir le plus d'impact pour faire croître son entreprise ou pour faire croître des projets auxquels on croit. Et moi, j'ai eu la chance, en tant que ministre du Travail, de pouvoir le faire. Et c'est vrai que, pour tout vous dire, la réforme de l'apprentissage, la réforme de l'égalité femmes-hommes avec l'obligation de résultat et l'index égalité pro, l'accession au compte personnel de formation pour les 25 millions de salariés et indépendants en France, tout ça, ce n'est pas des réformes qu'on m'a demandé de faire. C'est des réformes que je suis allée proposer au président de la République et au Premier ministre. Et il a fallu les convaincre. Ce n'était pas forcément dans le programme. Mais moi, je savais que c'était des choses extrêmement importantes pour la jeunesse, pour les femmes, que ça ferait aussi beaucoup baisser le chômage, ce qui s'est avéré exact. Et donc, à ce moment-là, vous avez une force plus grande quand vous êtes habité par le... Encore une fois, ça peut être un sujet de business, un sujet sociétal, peu importe. Il faut que ça soit vraiment quelque chose que vous portez, parce que c'est là où la détermination et la force sont plus grandes. Et je pense que les entrepreneurs, c'est avant tout des gens extrêmement déterminés qui, malgré les obstacles, malgré les difficultés, vont toujours aller au-delà. Et moi, je suis heureuse qu'on ait pu faire ces réformes. Ce n'est pas parfait, il y a des choses à améliorer, on pourrait en discuter des heures, mais au moins, on a permis de donner un élan. Et là, le nombre de parlementaires, de partenaires sociaux qui ont joué le jeu est très important. J'en ai rencontré quelques-uns d'ailleurs tout à l'heure, qui se sont impliqués sur ces sujets. Mais je pense que la leçon que j'en retire, c'est que ce n'est pas toujours possible. Je ne dis pas qu'il y a des obstacles pas insurmontables, mais il y a des moments, il faut y aller, et il faut y aller en groupe, il faut y aller ensemble. La dernière chose que je voudrais vous dire, avant surtout avoir un échange avec vous, donc il y aura un moment de questions et d'échanges, qui peut être un témoignage de votre part ou des questions que vous voulez me poser, c'est que, en fait, on sait si c'est juste, au fond de soi, si c'est le combat qu'on a envie de mener, et ça fait des vies passionnantes. Alors, c'est difficile, parce que quand on est entrepreneur, il n'y a pas tellement de limites entre la vie privée et la vie perso, ce qui est parfois compliqué à gérer, y compris quand il y a de nombreux couples qui sont entrepreneurs ensemble. Donc, ça n'est pas facile, mais ça vaut tellement la peine. Et c'est pour ça qu'un de mes mottos préférés en ce moment, c'est effectivement quelque chose que Lady Gaga a dit, c'est la moindre des choses au Zénith quand même, donc un petit hommage à Lady Gaga. Et elle a dit cette phrase formidable, toute simple, qui dit tout, « Rêvez fort et n'abandonnez jamais ». Alors bonne chance.
Merci beaucoup, Madame Pénicaud. Public du Zénith, tu connais le principe, une question, une main levée. Alors, à vos questions. Oui, il y en a une là-bas. Je cours, je vole. Enfin, j'essaye. Merci. Alors, 1, 2, 3. Merci beaucoup. Je m'appelle Ursula. Voilà, je m'appelle Ursula Gleisner. Je vous remercie beaucoup parce que c'est vrai que ça fait chaud au cœur et de toute façon de voir toutes les femmes ici qui entreprennent. De mon côté, en fait, je suis en train de créer une entreprise dans technologie et utilisation en réalité virtuelle pour soutien psychologique pour les femmes. Et en fait, la contrainte que je vois, que 3% de femmes lèvent le fonds et les montants levés par les femmes, elles sont beaucoup plus intérieures que le fonds levé par les hommes. Si on a l'entreprise, vous avez parlé que capital propre au début c'est 4 000, c'est petit, mais justement aujourd'hui il n'y a pas, il y a deux fonds qui sont là, mais en fait, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que vous pouvez faire pour justement changer ça? Parce que sans d'argent, sans capital, on a les ailes coupées en fait, parce qu'il y a un moment qu'on a besoin d'accélérer, et en sachant que surtout quand on développe les entreprises en industrie, technologie, si on n'a pas justement cette force derrière, comment faire en fait? Oui, vous avez raison, c'est un frein soit au démarrage, soit beaucoup au scale-up, enfin, au fait de changer d'échelle, c'est un gros frein. Alors, moi, j'en discute souvent avec le secteur bancaire ou des fonds d'investissement. Je conseille aussi un fonds d'investissement. Ils ont parfois tendance à dire oui, mais les femmes présentent des projets moins gros. C'est pas toujours vrai. C'est parfois vrai. Parce que c'est toujours le sentiment, est-ce qu'on est légitime? Est-ce que voilà, ce sentiment parfois d'imposture qui existe encore, qui est un héritage culturel. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de biais inconscients chez un certain nombre d'investisseurs, publics et privés d'ailleurs. Et je pense que la meilleure manière, c'est de mobiliser, mais aussi rejoindre les réseaux qui font autrement. Tout à l'heure, j'ai rencontré voilà, quelqu'un de la banque régionale qui est en train avec Femmes Challenge, de créer un fonds pour compléter les investissements des femmes entrepreneuses. Donc, je pense que c'est un sujet qui sera peut-être abordé dans la journée. Sinon, c'est un beau sujet pour Femmes Challenge, parce que oui, évidemment, il faut du capital pour pouvoir investir et pour avoir des grandes ambitions. Et c'est aujourd'hui, l'accès au capital n'est pas le même, et ce n'est pas une fatalité, mais pour ça, il faut s'organiser. Donc d'abord, merci à tous ceux du secteur bancaire ou investissement qui sont là de contribuer à cette mobilisation, mais je pense que Femmes Challenge est un réseau formidable, parce qu'il y a tout le monde, pour pouvoir développer des compléments d'offres qui permettent d'oser rêver grand, pas simplement oser rêver. Merci beaucoup Madame Pénicaud. Est-ce que nous avons le temps pour une deuxième question, Baptiste? Et oui, carrément, on a le temps pour une deuxième question. Ah, je suis montée un peu plus haut. Je fais la même chose. Pour les 10 000 pas aujourd'hui, c'est chaud là. J'ai une question ici, Baptiste, inutile que tu te... Bonjour, alors je suis Stéphanie, je suis maman de 2 enfants, filles. Donc j'essaie de les élever dans l'entrepreneuriat et j'ai un gros défaut, je suis banquière. Une grande qualité, vous avez déjà quelqu'un qui veut vous voir là. Ouais. Je voudrais quand même avoir votre avis sur, effectivement, c'est un peu la faute des banquiers, c'est aussi notre faute en tant que femme où effectivement on va chercher la love money avant d'aller chercher les fonds ou la banque. Mais moi, je suis persuadée, je voulais avoir votre avis sur le problème de l'éducation petite et scolaire. Je pense que si vous étiez toute seule au COMEX, c'est parce qu'en fait, déjà, en tant que femme et enfant-fille, on n'est pas dans les bonnes écoles. Pour donner une autre illustration, je travaille avec les pilotes de la Seine au Havre. Il est impossible pour une femme d'atteindre le nombre d'heures si jamais, par malchance, elle fait un enfant. Oui, il faut se mobiliser à tous les niveaux, mais le sujet de l'éducation est essentiel. Moi, je suis aussi marraine d'événements sur les sujets, par exemple, des filles dans la tech, dans les sciences, dans les maths. C'est dès la 6e, 5e qu'il faut agir, parce que la pression inconsciente et bienveillante de la famille et des profs, c'est que, en gros, la plupart des filles pensent que c'est pas pour elles. D'ailleurs, dans les écoles d'ingénieurs, on n'a que 24% de filles. C'est plafonné depuis
20 ans, c'est toujours le même chiffre, alors qu'il y en a plus qui réussissent au niveau du bac, y compris dans les matières scientifiques. Mais la transformation en ingénieur, transformation en créatrice d'entreprise, n'est pas du tout là. Et c'est vrai qu'on a encore un fonds culturel où les filles, elles vont plutôt aller les métiers vers les autres et les métiers pour assurer. Mais on peut faire de la tech pour les autres. Il y a la tech pour la santé, il y a la tech pour l'écologie, il y a la tech pour la médecine. Tous les métiers industriels et technologiques ont un impact sociétal. Il ne faut jamais oublier qu'un emploi industriel, ça crée 5 emplois autour. Donc, je veux dire, il ne faut pas opposer l'industrie et la tech à la société, le sens et les autres. Je pense que ça va ensemble. Et puis, de toute façon, être dirigeant d'entreprise, quel que soit le secteur, c'est avant tout une aventure humaine. Et le management, c'est quelque chose de difficile, mais qui est passionnant. Donc, je crois que c'est très important. D'abord, ici, vous êtes plus d'1 millier de rôles modèles. Donc, vos enfants, il faut d'abord regarder ce que vous faites. Et si vous êtes passionné, la seule chose qu'on peut transmettre, dont on peut témoigner, c'est vraiment la passion. Et je vous invite aussi, puisque maintenant, c'était aussi dans ma loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel de 2018, maintenant les collèges vont tous s'ouvrir à la découverte des métiers. Allez dans les collèges, parlez de vos métiers. Les filles et les garçons, voir des femmes qui sont entrepreneuses, qui sont passionnées par ce qu'elles font, ça vaudra tous les discours de la Terre. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut, parce qu'il y a le plafond de verre extérieur, de l'organisation, du management, parfois du secteur bancaire, pas toujours. Mais il y a aussi le plafond de verre intérieur qu'on se met. Il faut briser les deux. Et donc je pense que le rôle de chacune et de chacun en tant que rôle modèle est absolument essentiel. Mais sur le sujet plus particulièrement des fonds propres, des capitaux d'investissement, de départ ou de développement, je crois que là, il faut s'organiser collectivement parce que c'est trop long. Et les femmes entrepreneuses, elles n'ont pas envie d'attendre qu'on est entrepreneur. On ne peut pas attendre la génération d'après pour avoir accès aux mêmes capitaux. Donc, mobilisons-nous. Et on me dit à l'oreillette qu'il reste un petit peu de temps, 1 minute, pour une dernière question. Ah. Alors, est-ce qu'il y a du monde de mon côté? Oui, alors, pas de mon côté, au centre, mais je m'y rends. En petite foulée sportive, on voit que je pratique ça quotidiennement. Elle est où, la petite main levée? Oui, bonjour, je suis Laurence Devreux. Je suis venue avec mon équipe. Donc moi, je suis PDG, chef d'entreprise, industrie en recherche-développement dans la santé. Et je voudrais faire un petit témoignage et en même temps abonder vraiment dans tout ce qui a été dit là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, initialement, j'ai été licenciée d'un grand groupe. Du coup, après, j'ai rejoint une PME. La PME, elle a coulé. Du coup, je voulais quand même faire mon métier, donc j'ai appelé tous les copains. Ils m'ont prêté un demi-million d'euros. Je suis allée au tribunal de Lyon. J'ai créé ma boîte, du coup. J'ai recruté une dizaine de personnes. Et aujourd'hui, on est à peu près une cinquantaine. Wow. Et j'ai 800 fournisseurs en Normandie. Donc, je suis fière de faire travailler la Normandie. Et 90% de mon chiffre vient de l'international. Bravo. Et quand on... Donc je suis dans ce fameux tout petit 3% de gens où on se demande ces PDG d'où ils sortent. Quand je parle à des gars qui gagnent 30 milliards par an, moi je voudrais juste dire un truc. Aujourd'hui, mes derniers recrutements, je les ai faits sans nom, sans prénom, sans CV. J'ai lancé un appel sur LinkedIn, je dis « Allez, venez, on va discuter ». Donc j'ai vu des gens que je ne savais pas ni ce qu'ils savaient faire, ni ce qu'ils voulaient faire, ni ce qu'ils avaient appris, ni rien. Je suis allée voir des petits secondes à l'école, j'ai reçu des troisièmes, enfin bref. Et ce que je constate, en fait, c'est qu'il y a 2 choses qui empêchent les gens de réussir. La première chose, c'est d'arrêter de se poser des questions. Vous avez un projet, allez-y, parce qu'en fait, dans notre vie, on va avoir 20 métiers. Moi, j'ai commencé technicien de labo, aujourd'hui je suis PDG. Ma voisine, elle voulait être vétérinaire, elle voulait être dans l'armée, elle a commencé en job d'été sur la plage. Aujourd'hui, c'est des scientifiques très haut niveau. Donc ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut accepter dès le début que notre décision ne va pas être la bonne, que la destination n'est pas la destination finale, et qu'il faut oser changer de route. Quand il y a des obstacles, on les contourne ou on les saute, mais à un moment donné, plein de petits pas font une belle aventure. Bravo, moi je suis totalement d'accord avec ce que vous dites.
Et je pense que, en fait, être entrepreneur, c'est pas être obsédé par où on va, parce que ça va changer. Sans arrêt. C'est le chemin qui est aussi génial. Donc il faut savourer et le chemin et le résultat. Et bravo, parce que c'est une source d'inspiration. On me dit que c'est fini, donc je... Oui, alors, malheureusement, la question n'a pas été posée, mais on a eu un récit et un témoignage intéressant. Eh ben, bonne journée à toutes et à tous. Merci beaucoup, Madame Muriel Pénicaud. On est dans le bon timing. Je ne m'arrête plus. Presque. Je ne m'arrête plus du coup. On est dans le bon timing, Baptiste, tout à fait. Nous allons poursuivre la suite de cette conférence. Et oui, et on vous demande maintenant du coup d'accueillir Sophie Delafontaine, directrice artistique de Longchamp, l'art de la rencontre entre la créativité et la qualité. Très bien. Ainsi que Émilie Dodin, fondatrice de TBO, cofondatrice du restaurant Boom Boom et de la marque prêt-à-porter de Daily, podcasteuse et autrice, un début prometteur pour une battante pleine d'énergie et la modératrice. Et en tant que modératrice de cette interview, Claire Gousset, directrice générale associée de Yes We Boost. Merci de les applaudir. Alors, le temps que nos invités s'installent, je vais vous faire une petite confidence. Il y a encore quelques heures, je pensais être tranquillement assise ici, parmi vous. Et finalement, la personne qui devait jouer ce rôle de modératrice m'appelle en me disant « Claire, j'ai un impondérable, impossible pour moi de venir jouer ce rôle. Mais on a travaillé en amont ensemble, donc on a pensé à toi avec Morgane. » Et j'ai dit « Oui, 150 personnes, ça va. Il y en a combien? 1300 et quelques. Ah !» Et là, je me suis dit, petit projet deviendra grand. Finalement, c'était presque un de mes objectifs, en me disant, tiens, un jour, peut-être que j'oserais prendre la parole devant plus que 200 personnes. Et donc, c'est chose faite. Alors, je ne sais pas si c'est mon audace ou si c'est son influence qui a fait que je suis devant vous. En tout cas, ça va être un plaisir pour moi. Je ne sais pas si ça marche bien le micro, mais ça va être un plaisir pour moi de pouvoir faire en sorte que vous puissiez plonger ensemble dans le monde de l'influence et de l'audace avec nos deux invités. Merci beaucoup. Sophie, je vais commencer par toi. Alors, avec un héritage familial remontant à 1948 avec Longchamp, comment as-tu géré la pression finalement de perpétuer cette tradition tout en introduisant des changements audacieux dans l'entreprise? Bonjour à tous. Oui, j'ai la chance d'être dans cette fantastique entreprise créée par mes grands-parents. Et donc, je suis la 3e génération. Donc, en général, la génération, on dit celle qui capote, puisque en général, c'est celle qui porte malheur. Donc, pour l'instant, avec mes frères, tout se passe bien. Et la 4e génération est en train d'arriver, donc a priori, ça devrait passer. Donc c'est une aventure fantastique de travailler en famille. C'est des challenges, mais c'est aussi énormément de plaisir. Et depuis 1948, en fait, l'entreprise, elle n'a pas cessé de se renouveler. Donc, quand tu poses la question comment fait-on, en fait, il faut sans cesse avancer, sans cesse se renouveler. Mes grands-parents avaient un bureau de tabac sur les grands boulevards à Paris. Mon grand-père a commencé avec des pipes gainées en cuir. Et évidemment, aujourd'hui, on a une marque qui est beaucoup plus lifestyle, qui a diversifié ses produits et qui est présente à l'international. C'est parce que à chaque génération, et très régulièrement, on a essayé de proposer des nouveautés. On s'est challengé, on s'est remis en question. Et c'est ce qui fait aujourd'hui notre succès, heureusement. Et puis je crois que tu avais des valeurs qui étaient fortes, mais tu as réussi aussi à en amener à toi. Donc il y a eu aussi cette liberté, en fait. Je pense que le modèle familial était très ouvert.
Oui, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont vraiment fait confiance, enfin qui nous ont fait confiance, à mes frères et moi. Je pense que dans l'histoire d'une entreprise familiale, la confiance et la transmission, c'est ce qu'il y a de plus difficile à réussir. Souvent, on a la génération d'au-dessus a un peu l'impression de détenir la vérité, et donc d'arriver à faire confiance à la génération d'en dessous, c'est un petit peu le challenge. Et j'ai eu cette chance qui me laisse vraiment nous exprimer, qui me fasse confiance dans les produits, d'apporter ma touche de féminité, des couleurs. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on s'engage aussi, c'est ce qui fait qu'on donne tout. Parce que quand on vous fait confiance, je pense que c'est là qu'on donne le meilleur de soi-même. Merci. Alors, Émilie, ton parcours en fait montre une audace remarquable, passant du tourisme à la publicité, en tout cas de la publicité au tourisme, puis le blog thebrunette.fr, que certaines d'entre vous connaissent à mon avis très très bien, 162 000 followers de mémoire. Et puis il y a aussi ta marque de prêt-à-porter, Daily. Alors comment l'audace a-t-elle joué un rôle dans ces transitions et ces créations successives ? Je pense que en fait, j'ai eu beaucoup d'inconscience. Je pense que pour moi, l'audace, c'est aussi des fois de l'inconscience. C'est aussi s'écouter. Moi, donc, j'ai fait un DUT Information Communication. Donc, je travaillais à l'âge de 20 ans, d'abord chez DDB, dans un grand groupe, et j'ai détesté. Et je me suis dit, donc j'ai fait des études de communication, c'était horrible. Et je suis partie du Paris, je suis allée dans le sud chez mes parents pour me reconstruire. Enfin, j'avais 20 ans, mais c'était déjà très difficile, pour prendre confiance en moi. Et j'ai travaillé dans le tourisme pendant 4 ans. J'ai eu l'opportunité de me remonter à Paris. Et après, j'ai travaillé dans des agences de communication qui m'ont débauchée pour ouvrir des pôles digital à l'époque, en 2012. Parce que j'avais déjà le blog depuis 2007. Et en fait, c'est aussi savoir saisir des opportunités qui arrivent par des rencontres, et aussi savoir se faire confiance. Je pense que ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui, que j'ai créé plein de choses, c'est qu'en fait, j'ai pas fait de business plan dans ma vie. Je me suis jamais dit, oh, moi je serai là aujourd'hui au Zénith pour parler de mon parcours, alors que j'ai fait un bac+2, un DUT. Voilà, c'était un peu le syndrome de l'imposteur, on pourrait dire, mais je me suis fait confiance, j'ai eu des bonnes opportunités professionnelles, et je les ai toujours saisies en fait. Et le blog que j'ai créé en 2007 m'a amené là aujourd'hui, m'a permis de vivre toutes ces aventures, de pouvoir créer une vraie société, avoir des employés et faire plein de choses, le restaurant, la marque de vêtements, podcast, etc. Ben, j'en suis là en fait, tout ça à partir d'un blog, et c'est incroyable. Super. Sophie, ton arrivée à la marque en fait a transformé justement, en tout cas a permis de transformer Longchamp en un univers lifestyle. Tu en parlais tout à l'heure. Vous avez intégré des partenariats avec des artistes contemporains. Comment ces collaborations finalement enrichissent-elles l'influence de Longchamp dans le monde de la mode ? Oui, moi je crois beaucoup aux rencontres aussi dans la vie, et c'est vrai que toutes les collaborations qu'on a pu faire ont toutes été à la base une rencontre. Donc soit la découverte d'une œuvre, soit la découverte d'un artiste, et à chaque fois c'est des choses qui sont extrêmement inspirantes pour moi et qui, je trouve, apportent énormément à toute l'entreprise. C'est toujours un projet qui va résonner à travers toute l'entreprise, que ce soit dans les ateliers de fabrication, dans les boutiques, dans les bureaux, ça concernera tout le monde, une collaboration. On va essayer d'unir les valeurs communes qu'on peut avoir avec une autre personne, donc un artiste. Donc pour moi, c'est important qu'on partage des valeurs au départ. Ça peut être des valeurs autour de l'optimisme, de la créativité, de l'énergie, des choses qui nous animent chez Longchamp. Et à partir de là, tout le monde va se mettre vraiment en ordre de bataille pour pouvoir lier nos deux univers. C'est souvent l'opportunité de développer notre savoir-faire
ces rencontres, parce qu'un artiste qui arrive va peut-être penser à quelque chose qui est complètement en dehors de notre savoir-faire actuel. Donc c'est très important parce que c'est de là souvent qu'on a réussi à développer par exemple des nouvelles machines pour faire des choses qu'on ne savait pas faire avant. Et ça nous ouvre. Donc pour moi, c'est vraiment cet esprit de curiosité créative qui m'anime et qui influe dans toute l'entreprise à tous les niveaux. En faisant face à la maladie en 2020, Émilie, tu as décidé de lever tes barrières. Et du coup, comment est-ce que cette expérience finalement t'a influencé, ou en tout cas a influencé ton approche dans le monde de l'entrepreneuriat et renforcé sans doute ton audace dans la poursuite de tes projets? Alors la première chose que j'ai envie de dire aux personnes qui sont présentes, c'est déjà prenez une prévoyance. Oui, c'est vrai, tu me l'as dit. C'est hyper important de le dire parce qu'on pense que les coups durs n'arrivent jamais, que c'est de l'argent perdu. Moi, j'ai eu un cancer du sein en 2020, alors que je n'avais pas d'antécédents, et je n'avais pas de prévoyance parce que j'avais changé de statut de société l'année d'avant. J'ai eu un bébé et j'ai complètement oublié de renvoyer le papier. Voilà. Et quand est arrivée la maladie, je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai pas de choix, il faut que je travaille. Donc, j'avais déjà les salariés, j'avais un bureau à Paris. Qui m'avait coûté cher en plus avec le Covid où j'étais payée pour rien et je me suis dit en fait tout le monde on était en deuxième confinement, troisième confinement, je me suis dit c'est une opportunité pour moi parce que je peux continuer à travailler, j'ai pas besoin d'aller à Paris pour ça, je peux le faire à la distance et ça m'a donné beaucoup de force. Donc en fait le travail moi m'a permis déjà de pas penser au cancer tout le temps. Je me suis mis à fond, j'ai fait la meilleure année de ma vie en termes de chiffre d'affaires, contrairement à ce qu'on peut penser. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est fini, les barrières. Qu'est-ce que tu te mettais comme barrière avant? J'osais pas le faire parce que je me disais, je suis pas légitime, j'ai pas fait d'école de commerce ou autre. Et en fait, tout est devenu plus limpide. Je me suis dit, la vie, elle est tellement courte. Qu'est-ce qu'on se prend la tête à se mettre des barrières? Et c'est dommage d'avoir attendu d'avoir une maladie aussi grave pour le réaliser. Donc ce que je dis aux personnes, c'est n'attendez pas. La vie, elle est trop courte. Foncez. Vraiment, vos projets, vous pouvez les réaliser. Allez voir des banques, allez voir des réseaux, justement des réseaux pour les femmes, pour entreprendre, pour avoir des conseils, pour bien s'entourer. Et maintenant, moi, j'ose et je suis très contente de l'avoir fait dans les différents projets que j'ai pu mener depuis. Mais en tout cas, j'ai plus peur d'y aller, en fait. Et tu en parlais il y a quelques instants, en disant que tu as décidé finalement il y a quelques mois de faire encore un pas de côté, de prendre un nouveau virage avec la création d'un restaurant à Rouen. Et donc ça, pour moi, c'est aussi une expansion assez audacieuse. En quoi finalement cette diversification s'inscrit dans ta vision globale de l'entrepreneuriat et comment est-ce qu'elle contribue à renforcer ton influence dans le monde des affaires? Alors déjà, il y a, je pense, le syndrome de l'imposteur quand je me dis chef d'entreprise. Et avant, je ne le disais pas trop parce que les gens, en fait, l'influence, ils ne savent pas comment est-ce qu'on gagne notre vie. On me demande toujours, ah bon, mais je dis, mais moi, j'ai des salariés, j'ai des bureaux à Rouen. Et en fait, oui, je suis chef d'entreprise, en fait. Mais je voulais avoir quelque chose de concret. Je me suis entourée de mes amis qui avaient déjà lancé un premier commerce. Et je leur ai toujours dit, moi, le jour où vous voulez lancer quelque chose, je veux trop le faire avec vous. Parce que ça m'anime. J'ai envie de découvrir quelque chose de différent, où j'apporte ma pierre à l'édifice et un endroit où tout le monde puisse y aller. Donc le restaurant était arrivé, alors qu'à la base, on voulait faire un autre projet. Et je me suis dit, en fait, c'est génial parce que je ne connais pas du tout ce milieu, même si dans ma famille, il y a des restaurateurs, mais pas du tout. Et en fait, on s'est éclaté, ça marche super bien. Et en fait, ça valide encore le choix de, oui, je suis chef d'entreprise et je fais plein de choses différentes. J'ai la marque de prêt-à-porter aussi qui a été lancée l'année dernière, au mois de septembre 2022, qui est arrivée vraiment suite à ma maladie. Je me suis dit, en fait, il faut le faire maintenant aussi. Fonce. Et en fait, il faut faire des bonnes rencontres, je pense. Et aussi le fait maintenant d'être chef d'entreprise où je me l'assume, ça me lance. Tu remets le costume finalement. Ouais, je mets le costume avec celle-ci. Et j'ai encore envie de faire plein de choses encore. Ah, tu vas nous en dire peut-être un peu plus tout à l'heure. Merci beaucoup, Émilie. Sophie, participer alors à la Fashion Week de New York, ça a été aussi un moment, je pense, assez incroyable. Comment cela a contribué à développer ou renforcer en fait l'influence de Longchamp sur la scène internationale? Et du coup, quel message est-ce que tu as envie finalement de transmettre au travers de ces défilés? Alors oui, c'était des gros challenges. On a fait j'ai fait 4 défilés pendant les Fashion Week de New York. On a dû arrêter parce qu'il y a eu le Covid et que du coup je pouvais plus aller à New York. Mais chaque défilé, oui, ça a été un vrai challenge. C'est
C'était quelque chose de très nouveau pour nous, on est une entreprise familiale, mais comme vous le savez, dans cet univers de la mode, il n'y a quasiment que des grands groupes qui ont des moyens qui sont vraiment colossaux à côté de nous, et avec du coup des projets qui sont à des niveaux qui sont vraiment absolument incroyables. Donc il fallait trouver notre façon à nous de le faire. Notre façon à nous, ma façon à moi, ça a été de partir le faire à New York et de ne pas le faire à Paris en étant une marque française. Donc ma façon, ça a été de me dire finalement, je vais avoir comme particularité d'être la Parisienne à New York au lieu d'être la Parisienne à Paris ou la New-Yorkaise à New York. Et ça a été une aventure incroyable, alors déjà pour toutes les équipes, et je pense qu'aussi aller le faire à l'étranger, c'était aussi le moyen pour moi de faire quelque chose qui allait au-delà de ce que je pensais être capable de faire. Je pense que quand on est à l'étranger, quand on voyage, c'est là, même quand on voyage pendant les vacances, parfois on va essayer des choses qu'on n'aurait pas l'habitude d'essayer dans notre quotidien. Et en fait, d'être un peu loin de mes bases, ça m'a permis de vraiment de tout donner, d'oser, d'être voilà, parce que là aujourd'hui on est devant vous, mais quand on doit sortir à la fin d'un défilé devant tout le monde, c'est aussi assez impressionnant. Et je pense que de le faire à l'étranger, je me sentais plus invincible, j'avais l'impression d'avoir des ailes, quoi. Et du coup, ça a été très fort pour l'entreprise, parce que ça a été évidemment un coup de projecteur sur l'entreprise, sur les produits, et pour les équipes, ça a été aussi une énorme fierté. Donc un moment très, très fort où je pense que oui, ça nous a amené dans une nouvelle ère. Et voilà, et aujourd'hui, ça permet d'être, voilà, de nous avoir lancés sur de nouvelles opportunités. Et alors tu continues à influencer finalement à ta manière, parce que tu es membre du jury de l'Association nationale des arts de la mode. Alors quel conseil est-ce que tu donnes finalement aux jeunes créateurs qui cherchent à faire leur place, leur marque dans l'industrie de la mode, en tenant compte de l'influence et de l'audace? Alors oui, l'ANDAM, c'est donc une association qui a été créée à travers le ministère de la Culture et qui aide justement, donc qui regroupe les grandes maisons françaises de la mode et qui donc à travers un prix va aider des jeunes créateurs chaque année. Et on a fêté les 30 et quelques années de l'ANDAM. Et depuis 15 ans que on est partenaire et que je suis membre du jury, j'ai rencontré vraiment des jeunes créateurs absolument incroyables. Chaque année, je suis époustouflée, un peu comme le parcours d'Émilie, de voir tous ces jeunes qui se lancent, qui n'ont pas peur, qui croient en quelque chose, qui vont au bout de leurs rêves. Comme je vous disais, dans l'univers de la mode, c'est maintenant essentiellement des grosses maisons, dans des grands groupes, avec des gros budgets. Donc quand on est un jeune créateur, qu'on se lance, qu'on va créer ses premières collections dans sa cuisine, avec des tissus qu'on aura récupérés par-ci par-là, bah forcément, c'est qu'il y a quelque chose au fond de vous qui est plus fort que tout et qui vous donne envie d'y aller. Et du coup, j'ai vraiment plaisir ensuite à les accompagner. Souvent, on fait du mentoring, du coup, et de les accompagner, d'essayer de percer en eux en fait, ce qui va faire leur spécificité pour pouvoir justement émerger dans cet univers. Voilà, et je vois leur courage, leur force, leur détermination, le travail qu'ils fournissent, et c'est vraiment très encourageant. C'est aussi des jeunes qui sont, enfin, maintenant même je travaille avec donc mes neveux, la 4e génération, et s'entourer de jeunes, c'est aussi quelque chose qui pour moi très très important, aussi bien dans les collaborateurs que là les jeunes artistes de l'ANDAM. Je pense qu'ils nous font voir le monde autrement. Ils ont d'autres préoccupations.
Par exemple, tous les sujets de RSE qui sont aujourd'hui évidemment très importants pour nous tous, hein, pour toutes les entreprises. Je pense que c'est vraiment les jeunes qui nous ont aussi poussés à prendre nos responsabilités, à prendre conscience. Et du coup, voilà, pour moi, j'espère avoir un petit peu d'influence pour eux, en leur donnant parfois des conseils ou en les aidant sur certaines choses, mais ils ont aussi beaucoup d'influence sur moi, en tout cas sur ma vision des choses, du futur, de la mode, des collections, et c'est vraiment hyper intéressant. Et derrière, ça vous pousse aussi, en tout cas à Longchamp, à vous inscrire dans le domaine de l'entreprise régénératrice. Merci beaucoup, Sophie. Émilie, on va terminer avec toi. En disant, allez, est-ce que tu veux bien nous livrer quelques secrets, quelques indices de tes projets à venir? Oseras-tu? En fait, quand j'ai acheté mon local, qui est mon bureau actuellement, j'ai jamais changé la destination, c'est un commerce. Et en fait, je vais transformer en 2024 dans un commerce, vraiment. Voilà, qui dans un univers, je ne peux pas trop dire, parce que je peux pas, tout n'est pas encore fait, j'ai pas très envie. Tout le monde cherche à savoir à Rouen, mais j'ai pas très envie de le dire. Mais je vais le transformer en quelque chose qui me ressemble beaucoup et dans lequel je vais être à fond et qui a un projet qui me correspondra parfaitement. Eh bien, super, merci beaucoup. Je pense que on a été très efficace. Il restait 55 secondes, mais je pense qu'avec nos MC, on va pouvoir poser des questions. En tout cas, demander au public de nous poser des questions. Et on peut même commencer par vous applaudir aussi. Mais oui. Bon Valérie, est-ce que cette fois-ci j'aurai une question de mon côté? Ah, écoute, au centre. J'ai envie de te dire, Baptiste, nous avons une première question, une première main levée là au centre, et je vais donc de ce pas escalader. Non, c'est pas vrai? Bonjour à tous, je m'appelle Tatiana Novik, je fais partie de Café de Paris, Diepoise du Cœur. J'ai une question à Sophie. Je suis... Tout comme vous, je travaille dans une entreprise familiale avec mon mari. Je suis passionnée par le sujet d'entrepreneuriat féminin au sein des entreprises familiales et surtout maintenant la transmission des entreprises familiales aux femmes de la famille. Le constat est sans équivoque, on est très très peu nombreux de reprendre les entreprises familiales par la suite de nos parents. Et je voudrais vous poser la question en fait, est-ce que c'était naturel? Comment vous avez fait? Et comment vous avez surmonté tous ces obstacles, qu'il y en a plein de filles qui n'osent pas en fait. Et comment vous faites pour gérer ce côté famille, business, avec des générations qui sont mélangées en fait au sein de l'entreprise? Merci. Alors, moi j'ai eu la chance d'être déjà dans une famille où on est très, très liés, on est entouré de beaucoup d'amour, etc. Mes parents travaillaient ensemble. Nous ont petit à petit, on est arrivés les uns et les autres, donc mes deux frères et moi, dans l'entreprise. On a tous fait autre chose avant, ce qui, je pense, est très important. Je pense que c'est important d'apprendre ailleurs, de venir sans avoir l'étiquette. Évidemment, j'aurais toujours l'étiquette fille d'eux, mais l'expérience que j'avais avant m'a permis quand même d'arriver avec une base et de pouvoir justifier quand même pourquoi j'étais là. Donc ça, je pense que c'est important. Mais le plus important, je pense, ça a été vraiment la bienveillance avec laquelle mes parents nous ont accueillis. Ils nous ont toujours aidés, conseillés, mais également fait confiance. Ils nous ont laissé prendre des risques. Évidemment, c'était leur bébé et de nous laisser nous exprimer, ça nous a donné une énergie incroyable à mettre au service de l'entreprise. Et pour moi, le challenge aujourd'hui, c'est que mes frères et moi, on arrive à réaliser la même chose, c'est-à-dire à transmettre. Et je mets vraiment toute mon énergie dans ce sens, avec mes neveux qui sont déjà dans l'entreprise. Pour moi, c'est clé. J'ai vraiment envie de la réussir, cette transmission. Donc, je les écoute beaucoup, j'entends, je leur laisse faire des choses. Et en plus, ils réussissent super bien, donc c'est super. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question. Baptiste, y a-t-il une dernière question? Avons-nous le temps?
Oui, on a le temps pour une dernière question. Ici, eh bien, écoute, j'y vais, puisque je suis dans cet axe. Tu vas au loin, là? Okay. Je vais au loin. Je vais le plus loin possible. Alors, on va se passer le micro. Elle est où la main? Elle est là. Ah, non, je peux encore monter. Je suis une femme de plus de 50 ans, ménopausée. Vous ne m'épargnez pas. Bonjour et merci pour cette course incroyable. Donc moi j'ai une question pour Émilie. J'ai l'impression que vous performez dans tout ce que vous faites et dans des secteurs d'activité extrêmement variés. Quel est le dénominateur commun au final pour performer dans des secteurs aussi différents? Savoir bien s'entourer. C'est hyper important. Moi, je ne suis pas toute seule. Je n'ai jamais été toute seule. J'ai toujours eu soit des gens dans mon équipe qui sont talentueux, soit des associés qui le sont. Et savoir déléguer aussi, parce qu'on ne peut pas tout faire. On n'est pas des surfemmes ou des surhommes. On fait ce qu'on peut. On n'est pas des Wonder Woman. Et je pense que c'est vraiment la clé, parce qu'en plus, j'ai 2 enfants en bas âge. Et c'est vraiment savoir s'entourer, déléguer et se faire confiance. Et après, on n'est pas bon partout, tout n'est pas toujours très bon, mais c'est vraiment savoir s'entourer pour moi qui est la chose la plus importante. Super, merci beaucoup. Très bien, merci. Baptiste, est-ce qu'il y a une dernière question? Il y aurait une dernière question, est-ce qu'on a le temps? Et non, on n'a pas le temps pour la dernière question. Désolé. Il y a l'espace On peut dédicace vous applaudir pour poser des très questions fort. complémentaires.